Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La chance, c'est ce petit quelque chose d'imprévisible qui change tout. Un alignement de circonstances, une rencontre inattendue, un moment où tout bascule. Mais est-ce vraiment un hasard ou une aptitude à saisir l'instant, à oser au bon moment? Je suis Armelle Solélac, serial entrepreneur, investisseuse et double tour du mondiste. Pour cette 7e saison, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont croisé la chance ou qui l'ont provoquée. Athlètes, entrepreneurs, investisseurs, ils nous racontent les coups de bol, les signaux faibles et les carrefours invisibles où tout s'est joué. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre. Cet épisode d'Outdoor Minds vous est offert grâce au soutien d'Above & Beyond, le fonds d'investissement Early Stage, spécialiste des secteurs du tourisme, des sports et des loisirs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le président des compagnies du voyage et d'ATR, Jean-Christophe Guérin. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Armelle. Alors aujourd'hui nous sommes accompagnés pour la toute dernière fois de Pénélope qui est en classe de première STMG au lycée L'Argenté de Bayonne. Jean-Christophe, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? Alors moi je suis auvergnat d'origine, d'un milieu assez modeste, et en tout cas là où c'était un peu précurseur, c'est que j'ai eu assez tôt une passion pour la montagne, alors que c'est pas du tout mon univers géographique de prédilection, ni la pratique de mes parents, si ce n'est de la randonnée, mais effectivement c'est plutôt à travers des colos qui ressemblent un petit peu à ce que font les scouts, où j'ai eu la chance effectivement d'aller en montagne, et pour le coup c'était une vraie révélation pour moi. Et assez jeune, je me suis dit que j'aurais un métier en lien avec la montagne. C'est plus ou moins vrai, mais ça l'a été. On verra peut-être un petit peu plus loin, mais ouais, il y a eu cet élément-là, ouais, qui a été assez précurseur dans ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu les grandes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, en n'omettant pas de nous parler de ce qui s'est passé à Grenoble le jour de ton concours pour entrer en école d'archi ? Ah, ouais. Alors Grenoble, j'avais 18 ans, effectivement. Ouais, quand j'ai dit à mes parents que les études ça servait à rien, c'est surtout que j'avais été un peu feignant. J'étais allé à moitié du chemin de mon projet d'être architecte, puisque j'ai passé les oraux, c'est là où je m'en sortais le mieux, et j'ai shunté les écrits parce que à l'époque j'adorais grimper, et que sur la falaise qui était pas très loin de Grenoble, donc c'est la falaise de Saint-Pancrace, et à l'époque le champion du monde s'y entraînait régulièrement, et quand je passais les examens, j'avais su sur les réseaux de l'époque qu'il était présent. Et donc je me suis dit, bah non, je vais pas rater l'occasion d'aller le voir grimper, d'aller lui serrer la main, etc. Bon, il était pas là, on a grimpé, mais j'ai pas passé les examens, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai dit à mes parents que les études ça servait à rien, parce que j'ai pas réussi le concours. Voilà. Ceci étant, j'adore la construction, j'adore faire des plans, et je pense que ça a quand même un lien avec mon métier. Rapidement, mon parcours, à 18 ans, je passe un bac général, bac éco B. À l'époque, je fais les saisons comme moniteur d'escalade, et première expérience, je fais un faux CV, je suis embauché, je deviens responsable d'un village vacances. Ça a été ma première vraie grosse expérience, en tout cas ma première claque, qui fait que j'ai compris que le tourisme me passionnait, le tourisme outdoor me passionnait, et qu'il fallait que je retourne sur les bancs de l'école, parce qu'avec un bac général, je savais pas faire grand-chose. En tout cas, j'allais avoir des manques, et donc je suis retourné faire des études. J'ai passé un BTS parce que j'avais pas envie de passer trop de temps à l'école. J'ai continué avec une licence STAPS, management marketing des activités outdoor, et c'est là que j'ai eu l'opportunité, la chance, on en reparlera peut-être, de rentrer chez Atalante, que je connaissais absolument pas à l'époque, mais je suis rentré à Atalante, j'avais 23 ans, j'y ai passé presque 20 ans, avec un parcours professionnel extrêmement varié en termes à la fois d'expérience interne, et puis d'expérience de l'entreprise en elle-même, qui a beaucoup évolué sur ces 20 années-là. J'y suis rentré comme simple salarié assistant de prod. Je me suis associé avec les fondateurs. On a développé le groupe avec l'aide d'un fonds d'investissement. J'ai quitté le groupe en dernier associé physique en 2016,
J'ai pris le temps de voyager autour du monde en famille. J'ai créé une petite coopérative de voyage, une coopérative d'indépendants, de travel designers indépendants, juste au moment où on partait en tour du monde. Le tour du monde étant presque un peu une forme de vitrine pour mon réseau, pour dire ce que j'étais capable de leur proposer. Et puis au retour, j'ai relevé un nouveau challenge, j'ai racheté une entreprise juste avant le Covid. Et le Covid a été un vrai marqueur qui m'a fait accélérer le développement d'autres projets qui aujourd'hui s'appellent globalement les compagnies du voyage, qui est la marque ombrelle des différents projets que je porte. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu quand même des agences de voyage qui sont sous la compagnie Sous les compagnies du voyage, ouais. Alors sous les compagnies, la première marque, c'est Vie Sauvage, qui est une agence qui a 30 ans cette année et qui est spécialisée sur les voyages d'observation de la nature, faune et flore, en sur-mesure, en départ privatif principalement, aux quatre coins du monde, avec forcément une zone de prédilection que sont les grands parcs nationaux en Afrique. Voilà, ça c'est l'agence que j'ai repris en 2019, juste avant le Covid. Et puis au gré à la fois du Covid, des réflexions et puis aussi des opportunités, on a lancé Fika Voyage, qui est une agence plutôt orientée slow travel bas carbone, un peu comme une réponse alternative à ce qu'on faisait et surtout une projection sur le voyage de demain. Fika Voyage, c'est à la fois du voyage B2C pour des voyageurs individuels, mais c'est aussi du coup un petit département réceptif pour accueillir des groupes en France, principalement en région Rhône-Alpes. Et puis c'est aussi Fika Incentive pour proposer aux entreprises des séminaires bas carbone, des séminaires éco-responsables. Voilà. Et tout dernièrement, j'ai repris une agence très thématique qui s'appelle Aventure et Volcans. Donc, comme son nom l'indique, on emmène les voyageurs sur des volcans en éruption, des volcans actifs. Et c'est une maison qui a plus de 40 ans, qui a été créée en 1983, qu'on a repris à la barre du tribunal et qu'on est en train de relancer, de faire renaître avec notamment un des cofondateurs de cette agence qui reste dans la boucle parce qu'on se connaît depuis très longtemps et que c'est une histoire intimement liée à une famille. Tu es par ailleurs le président de l'association ATR. Est-ce que tu peux nous la présenter, son rôle, mais aussi ses actions principales ? Ouais, tout à fait. Alors ATR, c'est une association qui est née en 2004. À l'époque, je travaillais chez Atalan, donc une agence de trek qui a été cofondatrice de cette association et dont la vocation était de regrouper initialement les professionnels des agences des voyages outdoor, du trek globalement, qui commençait à être un peu précurseur sur des démarches d'écotourisme ou de tourisme responsable en France. Et la première intention a été de créer un label, le premier label français du tourisme responsable, certifié par EcoCert, jusqu'à il y a très peu. Et c'est comme ça que donc l'association est née, avec 5-6 agences fondatrices, et puis 10 ans plus tard, 15-20 agences dans la boucle. Et au tournant des années 2000-2020, pour les 20 ans d'association, on a mis en place une stratégie 2030. Moi, j'ai retrouvé l'association à ce moment-là, juste pendant le Covid. En reprenant Vie Sauvage, j'avais envie de me rapprocher de cette association que j'avais vue naître au départ, retrouver la dynamique, ce réseau, les réflexions. Et je suis arrivé au moment où on mettait en place une réflexion à 10 ans, c'est-à-dire que sera ATR en 2030, 2033 même. Et donc du coup, la stratégie d'ATR, c'est d'être l'association de référence en France de la stratégie RSE dans le travel, avec au-delà du label, toute une démarche qui engage les membres dans les différentes strates qui peuvent concerner la RSE. Ça va évidemment de l'inclusivité en passant sur la problématique carbone, des problèmes environnementaux, de l'inclusivité sociale, économique, enfin de l'impact à destination et de la relation qu'on a avec nos équipes et les prestataires. Tout un catalogue en tout cas d'engagement qu'on est en train de structurer depuis 2-3 ans et en ouvrant beaucoup plus large, en sortant du seul créneau de l'outdoor, parce qu'aujourd'hui on a des distributeurs, on a des tours opérateurs, on a des réceptifs, je pense même qu'on a des hôtels clubs, on a des groupistes, on a des agences spécialisées dans le voyage scolaire. Donc en fait l'idée c'est de dire que l'ensemble de la profession doit s'embarquer dans cette démarche. C'est très ouvert, il y a des gens qui partent de très loin, mais par contre notre projet c'est de leur dire vous rentrez chez nous, vous êtes sur la ligne de départ et on va vous accompagner à chaque étape à partir d'où vous êtes et d'où vous partez. L'objectif étant que l'association s'appelle Agir. Donc si on agit, ça veut dire 2 choses, c'est qu'on doit agir, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout parfait, c'est pas le club des gens qui font mieux que les autres, il n'y a jamais eu cette prétention-là. C'est plutôt le club des gens qui ont conscience qu'il faut qu'on fasse évoluer nos pratiques. Et par contre, comme on s'appelle Agir, on peut pas feignanter et rester simplement membre en se disant c'est bon, je paye ma cotisation et donc j'ai fait le plus gros. Eh ben non, c'est juste la ligne de départ.
Voilà. Si tu regardes un peu ton parcours professionnel ou éventuellement personnel, à quel moment tu t'es dit, waouh, là, j'ai vraiment eu de la chance? Euh, je pense que ma première chance, je me le suis quand même souvent dit au départ parce que je navigue dans un environnement, dans un métier où j'étais pas du tout prédestiné. Mes parents sont pas du tout issus de cet univers-là. Moi, je suis un fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur, arrière petit-fils d'agriculteur. On a même fait un arbre généalogique qui remontait très très loin. Et je me rends compte pour le coup, j'ai une typologie familiale extrêmement sédentaire sur un territoire qui est le sud de l'Auvergne. Mais je crois que la plus grande chance, c'est que mes parents m'aient laissé une totale liberté et m'ont toujours globalement encouragé, sans me guider ou dicter quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils sont pas de cet univers-là. Mais que typiquement, quand j'avais 18 ans, mais même avant, quand je pratiquais l'escalade, ils m'ont jamais dit attention, c'est dangereux. Il n'y a jamais eu d'angoisse particulière. Ils m'ont laissé passer du temps dehors, des week-ends dehors, parfois assez loin. Quand à 18 ans, j'ai dit que j'arrêtais les études. À aucun moment ils m'ont juste dit amicalement, bah c'est bien, mais ça serait bien que tu t'assumes. Mais vraiment amicalement, il n'y avait pas de pression. Ils m'ont pas mis dehors. Et au regard d'aujourd'hui, au regard de ce que sont leurs parcours à eux dans leur évolution personnelle professionnelle, et ben je trouve que c'est une sacrée chance. Voilà. Et que du coup, moi, ça me renvoie à la façon dont je peux regarder les parcours de mes enfants et de me dire comment je leur donne cette liberté-là, cette chance-là, enfin, c'est un savant dosage entre la pression, mais ce qu'on a envie de transmettre. Et moi, je pense qu'ils m'ont quand même transmis ça, le fait de se dire, vas-y, tente. Voilà, sans jugement et en accueillant les réussites, les échecs, les difficultés, mais avec cette ouverture-là. Donc je pense que moi la première chance elle est là. Après évidemment le mot chance, mais peut-être que tu voudrais y revenir dessus, mais moi je suis toujours un petit peu ouais, bien sûr qu'il y a une dimension il y a un rapport de chance, mais ce mot-là tout seul il est un peu court pour moi. Et justement, est-ce que tu crois à la chance comme un fait du hasard ou est-ce que tu penses qu'on la provoque? Ouais, les deux. J'aime bien cette idée-là. Moi, je pense qu'elle se provoque parce que justement, pour avoir de la chance, il faut un peu la tenter. Et inversement, je suis tout à fait conscient que la notion de chance, elle dépend aussi de son milieu, elle dépend d'un certain nombre de conditions extérieures à la chance. On n'a pas tous les mêmes accès à la même chance de réussir, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et ça, j'en ai bien conscience. Donc pour moi, c'est une espèce d'alchimie au milieu duquel, moi, quand on parle de mot chance, ça me renvoie souvent à un état évidemment un petit peu court, qui est de se dire à des moments donnés, d'avoir ce sentiment de se dire waouh, on a de la chance, j'ai de la chance ou on a de la chance. Mais je pense que ça, c'est un état de conscience que le moment est quand même riche, super, et que quelque part on a fait un truc là qui est vraiment génial, qui est top. Mais c'est plus un état de satisfaction plutôt que de se dire j'ai joué au loto et j'ai gagné quoi. Je le mets pas dans cette catégorie. Alors, si on reste sur l'idée du loto, est-ce que tu laisses une place à l'intuition, à des rencontres peut-être fortuites ou à des synchronicités dans tes choix? Complètement. Alors moi, je suis, si je dis pas de bêtises, pour avoir fait le MBTI et l'avoir fait faire mes équipes dans différents cadres, si tu connais ce système-là, je suis ENFJ. Donc très clairement, je suis intuitif, feeling, plutôt extraverti. Ce qui veut pas dire que je danse sur la table, mais plutôt que je suis effectivement dans l'ouverture. Et il y a eu une période où je me sentais un peu frustré d'être dans ce profil parce qu'on me poussait plutôt dans mes responsabilités à être entre guillemets, plus poussé par des Men in Black et des tableurs Excel, ce qui n'était pas ma zone de confort, même si j'adore que les choses soient claires, je supporte pas qu'on soit dans l'improvisation permanente, ça c'est clair, mais aujourd'hui j'assume complètement ma part d'intuition. Beaucoup plus qu'avant, certainement, parce que peut-être que par défaut d'études, de niveau d'études, j'essayais de contrebalancer cette espèce d'intuition en me disant, mais en fait, j'ai quand même une part de rationalité, et je le suis. Mais aujourd'hui, j'aime bien donner plus de place à cette notion d'intuition, de synchronicité, comme tu dis. J'aime bien ça parce que ça, pour moi, je suis très visuel et j'aime bien quand à un moment donné, on sent que les briques s'emboîtent et que le point de départ n'a pas forcément été simplement la roadmap qu'on s'est donnée, tous les éléments structurels qu'on peut se donner dans un business plan ou des projets, mais se laisser cette matière-là un peu malléable et avec de l'intuition. Mais l'intuition, du coup,
effectivement, elle est souvent liée à l'humain. Et donc ça, c'est pour moi la part la plus importante, de se dire effectivement dans l'intuition, j'ai ce feeling qu'avec cette personne-là, ça va matcher, que cette personne-là, je peux complètement lui faire confiance, que je peux donc lui déléguer et la suivre sur tel projet ou qu'on va, voilà. Ça, c'est pour moi le plus important. Et donc du coup, c'est aussi connecté à une notion de co-construction. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Je m'alimente beaucoup des autres. Parfois, ça en effraie certains qui attendent une réponse oui/non, alors que moi, une question, elle alimente souvent d'autres questions. C'est comme ça que dans ce ping-pong, à un moment donné, on va pouvoir arrêter une décision. Et j'ai aucun problème à prendre des décisions et prendre des risques. Et quand c'est un petit peu plus complexe, à un moment donné, il faut faire un choix entre A, B, C ou D. Bon, ok, ben je ferai le choix, mais j'ai besoin de m'alimenter de ça, de m'alimenter des autres. Donc oui, je laisse la place à l'intuition et aux rencontres opportunes. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es dit waouh, là je suis vraiment au bon moment, au bon endroit? Ouais, il y a plein de moments où je me dis ça, mais c'est assez furtif. En fait, c'est plutôt un état intérieur d'alignement. Et ça peut être à des moments extrêmement différents. Si j'essaye de prendre des exemples, ça m'est souvent arrivé en voyage, dans des expériences particulières, à certains moments où effectivement il y a cette espèce de félicité de l'instant, de se sentir effectivement au bon endroit, au bon moment. Ça s'explique pas forcément, mais ça peut être aussi sur des. Alors pour le coup, à l'opposé, voilà, il y a des moments dans les voyages. On est parti en tour du monde en famille. Il y a eu forcément des moments donnés très très forts où j'ai des images où effectivement je me suis dit je suis au bon endroit au bon moment avec mes proches dans quelque chose que j'avais rêvé. On y est et c'est pas tant ce qu'on a rêvé l'endroit, mais c'est juste le ressenti qu'on a à ce moment-là. Mais je peux avoir le même ressenti et je peux avoir cette même sensation quand je bricole avec du bois, par exemple. J'adore bosser le bois. Et il y a des moments donnés où quand les choses se font, il y a cette sensation de se dire là, je suis en train de faire quelque chose de concret. Ça s'aligne comme je voulais. On est encore dans cette histoire d'alignement. Et donc, du coup, ça peut être aussi dans des dimensions du quotidien beaucoup plus proches qui apportent ce même sentiment d'être au bon endroit au bon moment et de faire la bonne chose qui a du sens. En fait, c'est souvent raccord avec la notion de sens. Moi, c'est le plus important. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé éventuellement de rater ta chance ou de faire une grosse erreur? Et le plus important, finalement, qu'est-ce que tu en retiens? Bon, alors ça m'est certainement arrivé, des grosses erreurs certainement aussi. Mais alors pour le coup, ma dominante c'est tellement le verre à moitié plein que je regarde jamais ça comme ça. Enfin pour moi, là comme ça, le gros échec, bah je suis un peu en peine de te le dire. Il y en a certainement, hein. Mais alors pour le coup, moi je cultive absolument pas l'idée que j'ai une bifurcation que j'ai ratée. Il y a encore très récemment, avec ma femme, on était de passage entre deux trains sur Paris. On a vécu à Paris il y a 20 ans, et puis on déambulait dans le quartier où on a habité. On allait dîner chez les amis, on s'est regardé en se disant et si on n'avait pas pris cette décision à tel moment donné, qui a fait qu'on est reparti de Paris, ça veut dire qu'on habiterait encore dans le quartier et on serait quoi? On s'amuse plutôt à se dire tiens, quels ont été les moments de bifurcation et regardez ça évidemment, je pense que comme tout un chacun on se dit tiens, et si c'était pas passé ça, etc. Mais moi je le regarde plus comme un amusement prospectif, jamais avec frustration. Alors peut-être parce que je vais pas dire très satisfait, mais parce que ce que j'ai fait ou mon parcours me nourrit et je suis plutôt à me dire que j'ai pas de regrets. Oui, si on creuse, je vais trouver plein de raisons d'avoir des regrets. On a raté telle chose, telle chose, telle chose. Ok, mais on a aussi fait tellement par ailleurs. Moi, j'ai une certaine satisfaction de ça, donc j'ai pas de non. Alors, du coup, je vais te poser une question difficile. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que la malchance s'acharnait sur toi et comment tu as fait pour gérer ces périodes si ça s'est déjà présenté à toi? La malchance s'acharne sur moi. Non, je peux pas me permettre de dire ça. Ça, c'est pas vrai. Mais encore une fois, ça veut pas dire que j'ai un parcours qui a jamais connu de problème. Mais là aussi, enfin, spontanément, ça me parle pas. Mais par contre, si j'en ai un qui me revient, très concret parce que c'était dans le business, mais ça avait un gros impact personnel. J'ai racheté donc une entreprise du voyage en mars 2019 et en mars 2020, c'était le Covid. Et en avril 2020, c'était la première mensualité de ma dette de remboursement. Je venais d'emprunter 1 million d'euros aux banques avec une contre-garantie sur mes biens propres et en plus, dans notre métier du travel, une garantie professionnelle avec contre-garantie sur mes biens propres. Donc effectivement, le premier jour, on s'est confiné. J'ai su que mes activités allaient s'arrêter complètement. Je serais en incapacité de rembourser ma dette.
Et donc tout de suite, ça a été l'image de l'échec et du stress de se dire je vais aller taper dans le mur. Et en plus, comme on est en communauté légale de biens, j'embarque ma femme et ma famille dedans. Donc ouais, là, ce jour-là, je me suis revu avec les avocats en train de donner le chèque un an avant, en me disant là, t'as pas fait le bon pari. Bon, et en même temps, on est encore vivant et puis voilà. Mais La juriste en moi est juste en hallucination totale que ta femme ne soit pas protégée. Mais bon, c'est ouais, une ouais. autre- c'est un autre- Non, c'est une autre. Ouais, tu as raison. Mais c'est des sujets qu'on a eu évoqués il y a longtemps. On en a reparlé récemment en se disant qu'effectivement, on regrette absolument rien de cette prise de risque parce que le premier jour quand on s'est marié, on n'arrivait pas à concevoir l'idée de la notion de notre couple avec un contrat. Il y avait quelque chose qui était que je respecte complètement, et puis a fortiori aujourd'hui, je dirais que la notion de protection voudrait qu'on aurait dû le faire. Bon, on l'a pas fait, et puis quelque part, ça a certainement été aussi le moyen de se réaffirmer la confiance mutuelle qu'on avait, parce que quand j'ai posé les éléments alors qu'elle n'est pas du tout dans ce métier-là et donc elle me fait pleinement confiance, m'a dit c'est pas très grave, on perd la maison et alors on recommencera à zéro. J'avais juste besoin d'entendre cette phrase-là, et une autre phrase opposée, j'aurais dû l'accueillir aussi, parce que je prenais la responsabilité de lui confier le risque qu'on aille taper dans le mur et des conséquences très très pratiques. C'est pas arrivé, on s'en est sorti sans, mais c'est vrai que oui, ça a été voilà. Mais après, là aussi, tu vois, par rapport à la question de départ, et ben pour moi, alors c'est peut-être mon goût et l'appétence au risque, mais moi j'ai vécu ça comme une aventure. Alors c'est facile à dire a posteriori, hein. Le jour J et les semaines qui ont suivi, les nuits ont été très courtes. J'ai pris du temps et j'ai eu du mal à prendre le temps d'expliquer à ma femme la situation et lui dire le risque auquel on s'exposait. Donc c'est jamais simple. Enfin, la notion d'aventure intègre les difficultés, les doutes, voilà, le fait que même dans l'aventure on ne peut ne pas être bon. On peut réussir une aventure et avoir des moments hauts et des moments bas. C'est un peu tout ça, quoi. Mais en tout cas, moi je retiens qu'une chose, c'est que ça a été une aventure. Et puis du coup, ça a été un coup de pied au cul et ça m'a permis d'aller plus loin, de faire d'autres choses et de se dire j'ai rien à perdre. Parce que je sais qu'on va potentiellement tout perdre. C'est la règle du jeu. J'ai joué. J'ai peut-être perdu, mais comme on n'a pas encore perdu, on va jouer. On va continuer. Alors, dans les moments difficiles, et peut-être c'était le cas en 2020, qu'est-ce qui te fait tenir? Où est-ce que tu vas puiser ta motivation? Alors ça, je dirais qu'il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'est un des cofondateurs, c'est même les deux cofondateurs d'Atalante, qui sont devenus mes associés, qui m'ont associé à leur aventure, à leur projet, que j'ai donc côtoyé comme associé de près. Et puis il se trouve effectivement qu'on a partagé un certain nombre de hauts et de bas, avec parfois des coups très très durs dans l'entreprise, avec des événements assez durs. Et à l'époque, j'étais très jeune et j'étais bluffé de la capacité combative à surmonter ces trucs-là. Alors moi, j'ai été salarié à leur côté, donc il y a des choses où j'étais un peu plus distant, mais en même temps hyper engagé. C'est pour ça que je suis devenu leur associé, mais j'étais associé minoritaire, donc j'étais pas la première ligne complète. Mais je pense que c'est eux qui m'ont beaucoup inspiré et sur lequel je me suis dit sur le fond, c'est une expérimentation, un apprentissage de se dire jusqu'où est le curseur. Moi, je dis souvent, j'aime beaucoup la réplique de Bakri dans Le sens de la fête. On s'adapte. Mais pour moi c'est un film culte parce qu'effectivement il enchaîne des emmerdes dans cette soirée de mariage et il s'adapte plus ou moins bien, mais il le fait. Alors ça c'est plutôt la tonalité humoristique, mais j'ai envie de dire, ça m'arrive souvent de dire à des gens quand il y a une grosse difficulté, je dis il y a pas mort d'homme, hein. Ça va, on est debout, on tient. Faut aussi mettre les choses en relativité. Mais c'est aussi peut-être parce que j'ai côtoyé justement la mort prématurée de gens, y compris dans le boulot, où ça m'a renvoyé à me dire mais en fait moi c'est les amis, les proches qui sont partis sur le terrain, des guides de haute montagne ou des gens à l'étranger en reco, ou voilà des personnes proches même par la maladie. Et le fait de côtoyer cette mort prématurée qui est quelque chose d'inattendu, d'anormal, moi je souligne ça parce que je trouve que ça alimente le vivant et ça alimente la vie pour ceux qui restent, de se dire essayant juste de respirer un grand coup et de se dire mais voilà, ça va. On est vivant, donc il faut qu'on avance. Moi, en tout cas, ça me nourrit. Et puis, j'essaye toujours quand j'ai le temps. Enfin, je le fais surtout quand je suis en période plus de stress mental, mais j'essaie de faire un peu de méditation. Ça m'aide. Alors, c'est le moment de la question de Pénélope.
Comment définiriez-vous la réussite aujourd'hui? Alors, je vais reprendre une citation de Marc Alévi. C'est ce qui me vient spontanément, parce qu'elle est très courte, elle me va très bien. Pour moi, c'est réussir sa vie. Voilà. Et donc, ça veut peut-être tout dire et rien dire, mais je pense pas qu'il y ait un modèle de réussite. Je pense que c'est surtout réussir selon ce qui nous semble être important pour nous, ce qui a du sens. Et ça, c'est très personnel et c'est même évolutif. Je pense que quand on a 18 ans comme toi, Pénélope, 17-18 ans, et qu'on se dit c'est quoi réussir la vie, tu as tout à fait le droit d'en changer demain, parce que tu vas affirmer ton parcours, parce que tu vas vivre un certain nombre de choses, et que tu vas certainement chercher à te réaligner, te dire bah maintenant réussir ça serait ça, et c'est ce qui pour moi c'est réussir sa vie, voilà. Et donc c'est une dimension un peu holistique, mais c'est le plus important. Merci Jean-Christophe, j'aurais été tellement déçue que tu ne nous parles pas de Marc Alévi. Merci beaucoup. Jean-Christophe, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Alors là, c'est pas Marc Alévi, mais c'est les bronzés font du ski. Vas-y, fonce. N'oublie pas que t'as aucune chance. Exactement. Alors pour le coup, je dis ça en plaisantant, mais à demi, parce que d'abord, je me rappelle pas exactement quelqu'un qui m'aurait donné le conseil incroyable qui m'a permis de, même si mon parcours a été jalonné de gens, je l'ai dit pour les fondateurs d'Atalante, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup appris dans mon parcours. J'en ai eu d'autres dans d'autres métiers. Il y a certainement des rencontres plus fugaces et quelques mots qui ont été pour moi des marqueurs. Donc il y en a plein, mais il y en a pas un en particulier. Mais par contre, en même temps, cette phrase de Jean-Claude Duss, elle est quand même un peu amusante quand on y pense, parce que elle est dans ce rapport de la chance. Fonce, on sait jamais sur un malentendu ça peut marcher. Bon, évidemment, quand tu fais de l'escalade et que tu te mets devant un défi d'une voie qui est 3 à 4 grades au-dessus de ton niveau maximum, tu peux tenter, mais il y a peu de chances que sur un malentendu ça passe. Mais je pense que dans la vie, il y a quand même plein de choses où à un moment donné, il faut tenter. Et de toute manière, l'échec étant un apprentissage, alors tout dépend du degré d'échec. Là, encore une fois, grimper à 3 niveaux avec une corde, bah, de toute façon, on va décoller peut-être d'1 mètre, on va peut-être monter 5 mètres et puis on sera amusé, puis on aura bien compris qu'on n'était pas au niveau. Grimper sans corde, un truc qui n'est pas à notre niveau, c'est un risque maximal. Mais dans les décisions de tous les jours, bon, on n'a pas non plus des risques juste incroyables. Alors là aussi, je le tempère parce que je pense que le contexte de tout un chacun fait que la prise de risque, elle n'est pas forcément de se jeter d'une falaise pour faire du wingsuit. Elle peut être juste de tenter quelque chose alors que on n'a aucun moyen financier, on a peut-être même pas de papier. Voilà, enfin, je veux dire, c'est sûr qu'en voyageant, j'ai beaucoup appris de voir des gens faire des choses alors qu'en fait le lendemain ils savent pas quel est leur revenu, qu'ils ont pas de filet social, ils ont même pas d'accès aux soins, etc. Et du coup de relativiser, de se dire, moi ça m'est souvent arrivé de dire à des amis, mais je veux dire, on a un contexte où aujourd'hui tenter quand on est français, quand on est européen, la prise de risque, somme toute, pour une grande partie d'entre nous, hein, je dis pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a effectivement une notion d'accessibilité éducative, financière, etc. où c'est le point de départ est pas du tout équitable. Ça, c'est certain, j'en ai bien conscience. Mais il y a rien à perdre à tenter, quoi. Ça, c'est sûr. Comment tu vois les choses pour les 10 prochaines années dans notre secteur du tourisme? Très bonne question. Moi, je les vois très fluctuantes, instables. Ça, j'en suis à peu près convaincu. Et puis, pour le coup, en prospective, c'est quand même des choses qui s'annonçaient depuis quelques années déjà. Et force est de constater qu'on est en plein dedans. Donc, une fois que j'ai dit ça, je le vis pas comme une inquiétude. Mon inquiétude n'est pas sur l'instabilité parce que j'arrive assez bien à comprendre ce qui se joue, ce qui est en train de se passer. Référence Marc Alévi, entre autres, mais pas que. Et moi, mon inquiétude est le plus de me dire, est-ce que je suis capable de m'adapter? Alors quand je dis moi m'adapter, c'est m'adapter mes organisations, les équipes, les embarquer là-dedans, qu'on soit agile, qu'on soit capable de continuer d'exister et d'être réactif pour que ce qu'on propose à nos clients ait du sens, pour que ce qui fait notre métier, notre organisation ait du sens. Et c'est vrai que moi j'ai été sensibilisé il y a des années en arrière par le fondateur de Decathlon à la stratégie de la vision à 10 ans, qui est un exercice génial, parce que l'idée, c'est de se défaire de tout ce qui est notre environnement court terme, même moyen terme. Donc à 1 an, 3 ans, on laisse tomber. 10 ans,
enfin moi, il y a plus de 10 ans, on travaillait là-dessus. Et il y a plus de 10 ans, on partait déjà du principe de se dire que le monde étant ce qu'il est, dans 10 ans, on n'a pas de paramètres. Donc ça laisse une totale liberté. Et on revient un peu à une des premières questions que tu posais, Armel, qui était c'est quoi tes rêves ou comment tu te projettes. Se reprojeter à 10 ans, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est indispensable, qui est encore probablement plus perturbant parce que les bases, on les sent bien instables déjà dans le court terme. Donc, qu'est-ce que va être l'avenir? Mais je trouve ça intellectuellement super intéressant d'arriver à se dire qu'est-ce qui fait sens dans mon métier, qu'est-ce qui fait que demain, les gens ont besoin de moi, ont besoin de notre organisation. Et ça pousse peut-être à se dire qu'en fait, le métier qu'on fera dans 10 ans n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être que l'organisation, elle existera toujours, mais elle fera quelque chose de très, très différent. Ça, pour moi, c'est ce qui me semble prioritaire, d'être dans cette vigilance et dans cette préparation, en tout cas. Et dans notre monde qui est si instable et plein d'inconnus, qu'est-ce que tu sais avec une absolue certitude? Que c'était pas mieux avant. Je supporte pas cette idée de se dire mais c'était mieux avant. Parce que je sais pas à quoi on veut se rattacher. Il y a certainement un besoin de rassurance. Je sais pas ce que sera fait l'avenir. Moi, je suis très heureux de vivre ce moment assez incroyable, évidemment très déstabilisant, avec le niveau de connaissance qu'on a aujourd'hui, et aussi tout le niveau d'inconnu et de non-connaissance. Mais en tout cas, moi, je trouve la période absolument incroyable. Et voilà, donc non, la seule certitude, c'est plutôt ça. Pour le reste, j'en ai pas. Est-ce que tu aurais un conseil de livre à lire, de documentaire à regarder, de film ou de série d'ailleurs? Alors, je vais parler documentaire. Parce qu'en fait, dans mes casquettes, j'en ai quelques-unes à part, mais je suis aussi président d'un festival qui s'appelle Quai du Départ, qui existe depuis 2012, et on vient de terminer les sélections de l'édition 2026. Donc on s'est passé un paquet de documentaires, à peu près 200, pour en sélectionner à peine 10%. Et donc j'en ai deux qui me viennent là, deux coups de cœur que je vous invite à venir voir à Quai du Départ, mais je pense que vous aurez l'occasion de les voir ailleurs. Il y a Ride the Line, qui est un film extraordinaire. C'est deux Ukrainiens qui partent à vélo sur la ligne de front et qui parcourent la ligne de front à vélo à la rencontre de leurs homologues ukrainiens. Et c'est un très très chouette film, voilà, à hauteur d'un voyage à vélo, qui est un thème qu'on a souvent nous sur le festival, et dans un endroit évidemment tellement particulier. Mais même si le film a ses phases sombres, c'est pas que ça. C'est ça qui est et je pense que c'est ce qui est très très fort, en tout cas moi, qui m'a beaucoup touché, c'est que comme dans tous les films à vélo, il y a des instantanés, des rencontres au bord de la route, des invitations à manger, à boire un coup, etc. Donc on a l'impression d'être à 2 pas de chez soi parce que c'est l'Europe, quoi qu'en dise Poutine. Et en même temps, d'un jour sur l'autre, on se retrouve sur des routes minées, on se retrouve à traverser des villages entièrement détruits. Et donc, on est dans cette ambivalence d'une expérience, d'une aventure à vélo entre deux personnalités vraiment très chouettes, plein de rencontres hyper touchantes, et dans un contexte qui est juste à côté, quoi. Voilà. Il y a ce film-là, et puis allez, pour mon petit coup de cœur montagne, Les Jours Sauvages, qui est une expédition qui a été menée par 4 gars qui ont traversé l'Alaska pendant une 50aine de jours en autonomie, en embarquant sur le dos, sur leur Pulka au départ, et puis sur le dos, toutes les affaires pour faire à la fois le Denali, donc le plus haut sommet du continent nord-américain, plus un deuxième à côté, pas plus facile, et en terminant jusqu'à la mer en petit kayak gonflable. Super expédition, j'en dis pas plus, mais la tonalité des gaillards est à la fois assez drôle, le niveau d'exigence est incroyable, et ce que j'aime beaucoup, parce que c'est souvent rare, la posture qu'ils ont dans l'expédition est pas du tout auto-centrée, ils en font pas des caisses, mais pour le coup, ça révèle quand même que ce qu'ils sont en train de faire est juste incroyable. Très belle expédition. Tu peux nous rappeler les dates du festival? Ah oui, le festival, c'est du 24 au 26 avril 2026. Et ça se passe tout proche de Lyon, avec plein de dates aussi sur Lyon, parce qu'on a un festival off avec une vingtaine d'événements. Donc, on retrouve tout sur quaidudépart.fr. Jean-Christophe, c'est ma dernière question. Est-ce que tu pourrais décrire le reste de ta vie en 5 mots? C'est pas une phrase, c'est 5 mots. Comme tu veux. Liberté, être libre, rester curieux et passionné, avoir du temps et le partager.
Merci beaucoup Jean-Christophe Guérin, président des compagnies du voyage et d'ATR, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Armelle, merci Pénélope, et bonne continuation. Merci à vous. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la juriste en moi se sent obligée de vous rappeler que si vous êtes marié et chef d'entreprise, protégez votre famille avec un bon contrat de mariage. Le deuxième point, c'est le futur du tourisme s'annonce instable. On n'a rien appris là. Mais par contre, c'est surtout qu'il ne faut pas s'en inquiéter, mais plutôt accueillir ce qui va arriver et s'adapter pour continuer d'exister. Et enfin, le dernier point, c'est les 3 punchlines de l'épisode. Vas-y, tente, on s'adapte et ce n'était pas mieux avant. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu? Je vous invite à le partager autour de vous et à me soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela m'aidera beaucoup pour faire connaître ce podcast et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles personnalités inspirantes? Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très vite sur Outdoor Minds.